Lors du dîner de famille que j'avais organisé dans ma propre maison, ma belle-fille a regardé autour de la table et a dit tout haut « Il sent comme un vieux ». Le silence qui a suivi a été assourdissant. Mon fils n'a rien dit. Mes petits-enfants ont baissé les yeux, personne ne m'a défendu. Dans ce moment glacial, j'ai compris que je n'étais plus qu'un obstacle dans ma propre demeure. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que cette maison, ce refuge familial où ils venaient profiter chaque dimanche, allait bientôt devenir inaccessible pour certains. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez. 72 ans. C'est l'âge que j'ai aujourd'hui et franchement, je ne pensais jamais que ces années me rendraient invisible aux yeux de ma propre famille. Je m'appelle Gilles et pendant plus de 40 ans, j'ai été professeur de littérature dans un lycée de Lyon. J'ai passé ma vie à enseigner Balzac, Hugo, Camus aux jeunes générations. J'ai toujours cru que transmettre la beauté des mots et des idées était ma vocation. Ma femme, Olivia, partageait cette passion pour la culture. Elle était bibliothécaire, et ensemble, nous avions construit une vie simple mais riche de sens. Notre maison, une vieille bâtisse en pierre dans le quartier de la Croix-Rousse, était le cœur battant de notre famille. Olivia l'avait décorée avec un goût exquis. Des bibliothèques en chêne massif remplies de livres anciens, des tableaux qu'elle chinait dans les brocantes, un jardin où elle cultivait des roses et des herbes aromatiques. Chaque pièce respirait la chaleur, l'histoire, la mémoire. Quand elle est partie, il y a 5 ans, emportée par un cancer foudroyant, cette maison est devenue à la fois mon refuge et mon fardeau. Un lieu rempli de souvenirs où sa présence flotte encore dans chaque recoin. Après sa mort, j'ai essayé de maintenir les traditions qu'elle avait établies, les déjeuners dominicaux notamment. Olivia adorait recevoir la famille. Elle préparait ses repas avec amour, mettant les petits plats dans les grands. C'était sacré pour elle. Alors, même seul, même épuisé par le chagrin, j'ai continué. Chaque dimanche, je dressais la grande table de la salle à manger, je préparais un rôti ou un pot-au-feu, je sortais la belle vaisselle en porcelaine qu'Olivia tenait de sa grand-mère. Et mon fils Elliot venait avec sa femme Sophia et leurs 2 enfants. Au début, après le décès d'Olivia, ils étaient attentionnés. Ils me demandaient comment j'allais, si je dormais bien, si je ne me sentais pas trop seul. Mais avec le temps, cette sollicitude s'est érodée. Les visites sont devenues mécaniques, presque obligatoires. Je sentais qu'il venait plus par habitude que par réel désir de me voir. Elliot était souvent absorbé par son téléphone, répondant à des emails professionnels même à table. Sophia, elle, avait ce regard qui juge, qui scrute, qui évalue. Un regard que je connaissais trop bien pour l'avoir vu dans les yeux de certains de mes élèves les plus arrogants. Sophia. Je dois parler d'elle. Elle a 38 ans, travaille dans la communication pour une grande entreprise de cosmétiques à Paris. Elle est ce qu'on appelle une femme moderne, carriériste, toujours impeccablement habillée, toujours au téléphone, toujours pressée. Quand Elliot me l'a présentée il y a 10 ans, Olivia et moi avons été, circonspects. Elle nous semblait froide, calculatrice. Mais Elliot était fou amoureux et nous avons accueilli Sophia dans notre famille avec bienveillance. Olivia, dans sa sagesse, m'avait murmuré un soir « Laisse-leur le temps. L'amour construit des ponts là où l'on ne voit que des fossés. » Mais les ponts ne se sont jamais vraiment construits. Sophia a toujours gardé ses distances. Elle ne m'appelait jamais spontanément, ne me demandait jamais mon avis, ne s'intéressait pas à mes histoires. Pour elle, j'étais juste le vieux père d'Elliot, une relique d'un autre temps, quelqu'un qu'il fallait supporter lors des obligations familiales. Et depuis la mort d'Olivia, son attitude s'est durcie. Elle faisait des remarques sur la maison. « C'est sombre ici, ça sent le renfermer. Il faudrait moderniser tout ça. » Chaque critique était un coup de poignard. Cette maison, c'était l'œuvre de ma femme, notre sanctuaire. Le dimanche dont je veux vous parler, c'était fin octobre. L'automne à Lyon est magnifique.
avec ses feuilles dorées qui jonchent les rues pavées de la Croix-Rousse, cette lumière rasante qui donne aux pierres anciennes une teinte ambrée. Ce matin-là, je m'étais levé à 6 heures, comme à mon habitude. Depuis qu'Olivia n'est plus là, je dors mal. Les nuits sont longues, peuplées de souvenirs et de regrets. Je m'étais mis en cuisine dès 8 heures, préparant un bœuf bourguignon comme Olivia le faisait, avec son vin rouge du Beaujolais, ses lardons fumés, ses petits oignons grelots. La maison s'était remplie de ces odeurs réconfortantes qui, pendant quelques heures, me faisaient oublier ma solitude. J'avais mis la table avec soin, la nappe blanche brodée qu'Olivia utilisait pour les grandes occasions, les assiettes en porcelaine de Limoges, les verres en cristal. J'avais même coupé quelques roses tardives du jardin pour faire un bouquet central. Je voulais que tout soit parfait. Je voulais honorer la mémoire d'Olivia, montrer que je continuais à tenir notre foyer avec dignité. Je m'étais douché, rasé de près, et j'avais enfilé une chemise propre et un pantalon en laine. Je n'étais pas élégant comme autrefois, quand Olivia choisissait mes vêtements, mais j'étais présentable. Ils sont arrivés vers 12h30. J'ai entendu la voiture se garer devant la maison, puis les voix des enfants qui couraient déjà dans l'allée. J'ai ouvert la porte avec un sourire, le cœur battant d'une anticipation mêlée d'anxiété. Les petits, Lucas et Emma, se sont précipités vers moi avec des cris de joie. Eux, au moins, semblaient encore heureux de voir leur grand-père. Je les ai serrés dans mes bras, respirant l'odeur de leurs cheveux, sentant leur chaleur innocente. Elliot est entré ensuite, un sac de course à la main. Il m'a fait la bise machinalement, sans vraiment me regarder. « Salut papa, ça va ?»« Oui, ça va. Et toi ?»« Oui, ça va. Beaucoup de boulot en ce moment. Toujours la même conversation vide, ces échanges qui ne disent rien, qui ne touchent rien. » Sophia est apparue derrière lui, impeccable dans son tailleur pantalon noir, ses talons claquant sur le parquet ancien. Elle m'a tendu une joue sans chaleur, effleurant à peine ma peau. « Bonjour. » C'est tout. Pas de « comment allez-vous ?» Pas de sourire. Rien. Nous sommes passés au salon. J'avais allumé un feu dans la cheminée. Octobre n'est pas encore vraiment froid à Lyon, mais j'aime le crépitement du bois, cette présence vivante dans une maison trop silencieuse. Sophia a regardé autour d'elle avec ce froncement de sourcils qu'elle avait toujours ici. Elle a dit, comme pour elle-même mais assez fort pour que j'entende, « Il fait vraiment vieillot ici. On devrait vraiment penser à rénover. » Elliot n'a rien répondu. Il était déjà sur son téléphone. Les enfants ont couru vers les étagères de livres, fascinés par les vieilles reliures en cuir. « Ne touchez pas à ça, c'est fragile », a séché Sophia. J'ai senti mon cœur se serrer. J'ai proposé un apéritif. J'avais préparé du kir comme Olivia le faisait, avec du bon cassis de Dijon et un aligoté frais. Sophia a grimacé. « Non merci, je ne bois pas d'alcool le midi. » « Vous n'auriez pas plutôt de l'eau pétillante ?» J'ai fouillé dans le réfrigérateur, trouvant une bouteille de Perrier. Elliot a pris le kir sans commentaire, toujours absorbé par son écran. Nous nous sommes assis et j'ai tenté de lancer une conversation. J'ai demandé des nouvelles de leur travail, des enfants, de leur vie à Paris. Sophia répondait par monosyllabes, Elliot par des phrases courtes et distraites. L'atmosphère était lourde, étouffante. Quand j'ai annoncé que le déjeuner était prêt, nous sommes passés à table. Les enfants étaient excités, affamés. J'ai servi le bœuf bourguignon avec fierté, accompagné de pommes de terre vapeur et de haricots verts du jardin. Sophia a regardé son assiette avec une moue dubitative. « C'est très lourd comme plat, non ? Moi qui fais attention à ma ligne. » J'ai senti la colère monter, mais je me suis tu. Elliot a commencé à manger sans rien dire, sans complimenter le plat que j'avais passé des heures à préparer. Les enfants, eux, dévoraient avec appétit, et ça au moins me réchauffait le cœur. Pendant le repas, j'ai essayé de raconter une anecdote sur mes années d'enseignement. Une histoire drôle sur un élève qui avait confondu Flaubert avec un joueur de football. Avant, Olivia riait aux éclats de ces histoires, elle les redemandait sans cesse. Mais là, autour de cette table, personne ne m'écoutait vraiment. Sophia consultait son téléphone sous la table.
Elliot mâchait mécaniquement. Seuls Lucas et Emma me regardaient avec leurs grands yeux curieux. Je me suis arrêté au milieu de ma phrase. Personne n'a remarqué. Puis, alors que je me levais pour débarrasser les assiettes, c'est arrivé. Ce moment que je n'oublierai jamais. Ce moment où tout a basculé. Sofia s'est penchée vers Emma et lui a dit, assez fort pour que toute la table entende, « Ma chérie, ne t'approche pas trop de grand-père, il sent comme un vieux. » Les mots ont résonné dans la pièce comme une claque. J'ai figé, les assiettes dans les mains. Le temps s'est arrêté. J'ai regardé mon fils, attendant qu'il réagisse, qu'il me défende, qu'il dise quelque chose, n'importe quoi. Mais Elliot a juste baissé les yeux vers son assiette, comme s'il n'avait rien entendu. Les enfants se sont tus, mal à l'aise. Et Sofia, elle, a continué à pianoter sur son téléphone, indifférente au séisme qu'elle venait de provoquer. Le silence qui a suivi a été le plus assourdissant de ma vie. Un silence plus douloureux que tous les mots. Car ce n'était pas seulement l'insulte de Sofia qui me blessait, c'était la lâcheté de mon fils. Son silence, son refus de prendre ma défense, son abandon. Dans ce moment, debout dans ma propre salle à manger, entouré de ma famille, je me suis senti plus seul que jamais. Plus seul encore que le jour où j'avais enterré Olivia. J'ai posé les assiettes sur le buffet, mes mains tremblant légèrement. J'ai pris une grande inspiration, essayant de contenir la tempête qui grondait en moi. Une partie de moi voulait exploser, crier, les mettre tous dehors. Mais une autre partie, plus profonde, plus calculatrice, me disait d'attendre, de réfléchir, de préparer ma riposte avec soin, parce que ce qui venait de se passer n'était pas qu'une insulte isolée. C'était le révélateur de quelque chose de plus profond. Le mépris que Sofia avait pour moi. Le mépris que mon fils, par son silence, cautionnait. Je suis retourné à table. J'ai souri aux enfants et j'ai dit d'une voix calme, « Qui veut du dessert ?» J'ai fait une tarte aux pommes. Emma a levé la main avec enthousiasme. Lucas a hoché la tête. Sofia a soupiré. Encore du sucre. Bon, juste une petite part alors. Elliot n'a rien dit. J'ai servi la tarte, cette recette qu'Olivia m'avait apprise, avec ses pommes caramélisées et sa pâte croustillante. Chaque geste était mécanique. Mon esprit était ailleurs, déjà en train de planifier. Pendant que nous mangions le dessert, j'ai commencé à raconter une histoire. Calmement, posément, comme si de rien n'était. J'ai dit, « Vous savez, cette maison, elle représente beaucoup pour moi. Olivia et moi l'avons achetée il y a 40 ans. À l'époque, c'était une ruine. Nous avons tout rénové nous-mêmes, pierre par pierre. Chaque pièce ici a une histoire. Cette salle à manger, par exemple, c'est là qu'Olivia a fêté ses 50 ans, entourée de tous ses amis, de toute sa famille. C'était une soirée magique. » Sofia a levé les yeux au ciel, clairement ennuyée. Elliot n'écoutait pas, encore sur son téléphone. J'ai continué. « Cette maison, c'est le cœur de notre famille. C'est ici que tu as grandi, Elliot. C'est ici que tes enfants ont appris à marcher, à lire, à rire. C'est ici que nous avons partagé tant de moments précieux. » J'ai marqué une pause, laissant mes mots flotter dans l'air. Puis, j'ai ajouté avec un sourire étrange, « Mais les choses changent, n'est-ce pas? Les priorités évoluent. On se rend compte de qui compte vraiment, de qui mérite d'être ici. » Sofia m'a jeté un regard suspicieux, mais elle n'a rien dit. Après le dessert, ils sont restés encore 1 heure, mais l'atmosphère était pesante. Sofia a insisté pour partir tôt, prétextant un rendez-vous important le lendemain. Elliot a acquiescé sans discuter. Les enfants ont protesté, ils voulaient rester jouer dans le jardin, mais Sofia était inflexible. Ils ont enfilé leurs manteaux à la hâte. J'ai embrassé Lucas et Emma, serrant leurs petits corps contre moi, me demandant combien de temps encore je pourrais le faire. Elliot m'a fait une bise rapide. « Merci pour le repas, papa. À dimanche prochain. » Sofia n'a même pas dit au revoir. Elle était déjà dehors, au téléphone, traitant je ne sais quelle affaire urgente. Je les ai regardés partir depuis le perron.
La voiture a disparu au bout de la rue et soudain, la maison est redevenue silencieuse. Horriblement silencieuse. Je suis rentré, j'ai refermé la porte et je me suis effondré sur le canapé du salon. Les larmes sont venues d'un coup. Des larmes que je retenais depuis des heures. Des larmes de rage, de tristesse, de solitude. Comment en étais-je arrivé là? Comment mon propre fils pouvait-il me laisser humilier ainsi, sans broncher? J'ai pensé à Olivia. Si elle avait été là, rien de tout ça ne serait arrivé. Elle aurait remis Sophia à sa place, avec ce mélange de fermeté et de grâce qu'elle possédait. Elle aurait rappelé à Elliot ses devoirs de fils. Mais Olivia n'était plus là, et je devais affronter cette réalité seul. Seul dans cette grande maison remplie de souvenirs. Seul face au mépris de ma propre famille. Les jours suivants ont été étranges. Je ne parvenais pas à chasser de mon esprit les paroles de Sophia, ni surtout le silence complice d'Elliot. Je tournais en rond dans la maison, incapable de me concentrer sur quoi que ce soit. J'essayais de lire, mais les mots dansaient devant mes yeux sans faire sens. J'essayais de regarder la télévision, mais je ne suivais pas les programmes. Mon esprit était obsédé par une seule question. Que faire? Mercredi soir, 3 jours après le déjeuner maudit, j'ai reçu un appel d'Elliot. Il m'appelait rarement en semaine. Alors j'ai décroché avec une pointe d'espoir. Peut-être allait-il s'excuser, reconnaître l'inacceptable comportement de sa femme. « Salut papa, ça va? »« Oui, et toi ?»« Oui, écoute, je t'appelle parce que Sophia et moi, on se demandait, tu sais, la maison, elle est grande pour toi tout seul. Et puis l'entretien doit coûter cher. Tu n'as jamais pensé à vendre? À t'installer dans quelque chose de plus petit, plus facile à gérer ?» J'ai senti mon sang se glacer. Vendre la maison, notre maison, la maison d'Olivia, la maison de nos souvenirs, de nos vies. Pourquoi me demandes-tu ça? Ma voix était étrangement calme. Eh bien, Sophia et moi, on pense que ça serait mieux pour toi. Et puis, il a hésité. Et puis, ça nous permettrait peut-être d'acheter quelque chose de plus grand pour nous, avec l'argent de ta part. Voilà. Le masque tombait. Il ne se souciait pas de mon bien-être. Il voulait l'argent de la maison. J'ai pris une profonde inspiration. Elliot, cette maison n'est pas à vendre. C'est mon foyer, c'est l'héritage de ta mère. Je ne la vendrai pas. Il y a eu un silence gêné. D'accord, papa, c'était juste une suggestion. Bon, il faut que j'y aille. À dimanche. Il a raccroché avant que je puisse ajouter quoi que ce soit. J'ai fixé le téléphone dans ma main, abasourdi. Dans quel monde vivions-nous pour qu'un fils puisse traiter son père ainsi? Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai parcouru la maison de pièce en pièce, touchant les objets qu'Olivia avait choisis, feuilletant les livres qu'elle avait aimés, regardant les photos de notre vie ensemble, accrochées au mur. Dans notre chambre, j'ai ouvert l'armoire où ses vêtements étaient encore suspendus. Je n'avais pas eu le courage de m'en débarrasser. J'ai respiré l'odeur qui s'en échappait, ce parfum de lavande qu'elle aimait tant. Et j'ai pleuré. J'ai pleuré sur notre amour perdu, sur cette vie brisée, sur cette solitude insupportable. Mais au milieu de ma douleur, quelque chose s'est cristallisé. Une résolution, une décision. Je n'allais pas rester une victime. Je n'allais pas laisser Sophia et Elliot me traiter comme un déchet encombrant. J'allais agir, mais pas impulsivement. Non, j'allais réfléchir, planifier, frapper avec précision. Parce que ce que Sophia et Elliot semblaient avoir oublié, c'est que cette maison, elle était à moi, entièrement à moi, et j'en disposais comme bon me semblait. Le lendemain matin, jeudi, je me suis rendu chez mon notaire, maître Dubois, un homme de 60 ans que je connaissais depuis des décennies. Son cabinet était situé dans le Vieux-Lyon, dans une de ces ruelles pavées qui sentent l'histoire. Je lui ai expliqué la situation, sans omettre aucun détail. L'humiliation, le silence d'Elliot, l'appel concernant la vente de la maison. Maître Dubois m'a écouté avec attention, hochant la tête gravement. Quand j'ai eu fini, il a croisé ses mains sur son bureau et a dit « Gilles, je comprends votre douleur. Ce que vous décrivez est effectivement inacceptable. Maintenant, légalement, vous avez plusieurs options.
Cette maison est votre propriété exclusive. Vous pouvez en disposer comme vous le souhaitez, y compris en décidant qui peut ou ne peut pas y entrer. Vous pouvez également modifier votre testament à tout moment. » Ces paroles ont été comme un baume sur mes blessures. Oui, j'avais des droits, j'avais du pouvoir. Un pouvoir que j'allais utiliser. Maître Dubois et moi avons passé 2 heures à discuter des différentes possibilités. À la fin de notre entretien, j'avais un plan. Un plan qui allait changer radicalement la dynamique de ma famille. Un plan qui allait montrer à Sophia et Elliot que je n'étais pas un vieil homme faible qu'on pouvait insulter impunément. J'ai signé plusieurs documents, donné plusieurs instructions. En sortant du cabinet, je me sentais étrangement léger, presque euphorique. Pour la première fois depuis dimanche, j'avais l'impression de reprendre le contrôle de ma vie. Le dimanche suivant approchait. J'avais décidé de ne rien dire avant, de laisser les choses se dérouler normalement. Je voulais qu'ils viennent, confiants, ignorants de ce qui les attendait. Samedi soir, j'ai préparé la maison comme d'habitude. J'ai cuisiné un gigot d'agneau, j'ai dressé la table, j'ai sorti la belle vaisselle. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, ce n'était pas par tradition ou par obligation. C'était pour marquer un événement, un tournant. Dimanche matin, je me suis levé tôt, j'ai pris une douche, je me suis rasé avec soin. J'ai enfilé mon plus beau costume, celui que je portais pour les grandes occasions quand Olivia était vivante. Je me suis regardé dans le miroir. J'ai vu un homme de 72 ans, certes, avec ses rides, ses cheveux blancs, ses épaules un peu voûtées, mais j'ai aussi vu quelque chose d'autre. Une détermination, une dignité, une force que je croyais avoir perdue. À 12h30, la sonnette a retenti. J'ai ouvert la porte avec un sourire. Les enfants se sont précipités vers moi, comme toujours. Elliot et Sophia sont entrés, leur visage affichant cette même indifférence polie que d'habitude. « Bonjour, papa. »« Bonjour. » Nous sommes passés au salon. J'ai servi l'apéritif. Nous avons bavardé de choses insignifiantes. Tout semblait normal. Mais moi, intérieurement, je savais. Je savais que ce déjeuner serait le dernier de ce genre. Quand nous sommes passés à table, j'ai servi le gigot avec ses haricots blancs et son gratin dauphinois. Sophia a encore fait une remarque sur le caractère trop copieux du repas. Elliot a encore passé une partie du temps sur son téléphone. Les enfants ont encore mangé avec appétit. Et moi, j'ai observé. J'ai observé chaque geste, chaque parole, chaque silence. Je gravais ce moment dans ma mémoire. Puis, au moment du dessert, j'ai pris la parole. J'ai posé ma fourchette, j'ai bu une gorgée de vin, et j'ai dit d'une voix calme mais ferme, « J'ai quelque chose d'important à vous dire. » Tous les regards se sont tournés vers moi, surpris par mon ton inhabituellement solennel. Même Elliot a levé les yeux de son téléphone. Sophia a froncé les sourcils, déjà sur la défensive. Comme vous le savez, cette maison est très importante pour moi. Elle représente toute une vie, la vie que j'ai construite avec Olivia. Et depuis sa mort, j'ai essayé de maintenir nos traditions, de vous accueillir ici chaque dimanche, de perpétuer son souvenir. J'ai marqué une pause, laissant le silence s'installer. Mais dimanche dernier, quelque chose s'est passé, quelque chose qui m'a profondément blessé. Le visage de Sophia s'est durci. Elliot est devenu pâle. Il savait de quoi j'allais parler. « Sophia, tu as dit que je sentais comme un vieux. Tu l'as dit devant tes enfants, devant ton mari, devant moi. Et personne autour de cette table ne m'a défendu. » Ma voix tremblait légèrement, mais je continuais. Ce moment m'a fait réaliser quelque chose. Il m'a fait réaliser qui dans cette famille me respecte vraiment, qui me valorise et qui me considère comme un fardeau encombrant. Sophia a ouvert la bouche pour protester, mais je l'ai arrêtée d'un geste de la main. « Non, laisse-moi finir. Cette semaine, j'ai beaucoup réfléchi et j'ai pris une décision. Cette maison, je l'ai construite avec Olivia. C'est notre héritage et je veux qu'elle reste un lieu d'amour, de respect, de famille, pas un lieu où l'on me traite avec mépris. » J'ai sorti une enveloppe de ma poche et je l'ai posée sur la table. Voici une notification légale, rédigée par mon notaire.
À compter d'aujourd'hui, Sofia, tu n'es plus la bienvenue dans cette maison. Tu es interdite d'accès à cette propriété et à tous les événements familiaux qui s'y déroulent. Le choc sur son visage était presque satisfaisant. Et toi, Elliot, tant que tu resteras avec quelqu'un qui me traite ainsi, tant que tu continueras à cautionner par ton silence de tels comportements, tu n'es pas non plus le bienvenu ici. Le silence qui a suivi était absolu. Sofia était devenue rouge, puis blanche. Elliot me regardait, incrédule. Les enfants, ne comprenant pas vraiment ce qui se passait, nous fixaient avec de grands yeux effrayés. J'ai continué, ma voix maintenant ferme et claire. Je vous demande de quitter ma maison immédiatement et de ne revenir que lorsque vous serez prêt à me traiter avec le respect que je mérite. Sofia a explosé. C'est ridicule, vous ne pouvez pas faire ça, c'est la maison de famille. J'ai souri tristement. Si je peux, c'est ma maison, et j'en décide. Elliot s'est levé brusquement, renversant presque sa chaise. Papa, tu exagères, ce n'était qu'une petite remarque. Une petite remarque, j'ai répété incrédule. Et ton silence, c'était aussi une petite chose. Ta lâcheté, ton refus de me défendre face à ta femme, c'était rien. Je me suis levé à mon tour, pointant la porte. Sortez, maintenant. Sofia a attrapé son sac, furieuse, crachant des insultes. Elliot a tenté de négocier, de me raisonner, mais je suis resté inflexible. Finalement, ils ont pris les enfants par la main et se sont dirigés vers la sortie. Lucas pleurait. Emma me regardait sans comprendre. Ça m'a déchiré le cœur, mais je savais que c'était nécessaire. Sur le pas de la porte, Elliot s'est retourné une dernière fois. « Tu vas le regretter, papa. » J'ai secoué la tête. Non, ce que je regrette, c'est d'avoir supporté si longtemps. La porte s'est refermée derrière eux, et soudain, la maison est redevenue silencieuse. Mais cette fois, ce n'était pas un silence de solitude. C'était un silence de paix, de dignité retrouvée. Je suis retourné dans la salle à manger. La table était encore dressée, les assiettes à moitié pleines. J'ai commencé à tout débarrasser, lentement, méticuleusement. Chaque geste était symbolique. Je nettoyais ma maison. Je la purgeais de la négativité, du mépris, de la toxicité. Et en faisant ça, je me nettoyais moi-même. Dans les jours qui ont suivi, mon téléphone a sonné de nombreuses fois. Elliot qui essayait de me joindre, Sofia qui laissait des messages venimeux sur mon répondeur, même certains membres éloignés de la famille qui avaient eu vent de l'affaire et qui prenaient parti, souvent contre moi. Mais je n'ai répondu à personne. Je n'avais rien à justifier. Ma décision était prise et elle était irrévocable. Une semaine après ce dimanche mémorable, j'ai reçu une visite inattendue. Ma nièce Clémentine, la fille de la sœur d'Olivia, est venue frapper à ma porte. Je l'avais toujours beaucoup aimée. C'était une femme douce, empathique, qui avait toujours gardé contact avec moi-même après la mort d'Olivia. Je l'ai accueillie avec joie, et nous avons parlé pendant des heures. Quand je lui ai raconté ce qui s'était passé, elle n'a pas été surprise. Tante Olivia me parlait souvent de Sofia, a-t-elle confié. Elle trouvait qu'elle n'était pas bonne pour Elliot, mais elle espérait que les choses s'arrangeraient avec le temps. Nous avons pleuré ensemble, évoquant Olivia, sa sagesse, sa bonté. Avant de partir, Clémentine m'a dit quelque chose qui m'a profondément touché. « Oncle Gilles, tu as bien fait. Personne ne devrait accepter d'être traité ainsi dans sa propre maison. Tante Olivia serait fière de toi. » Ces mots ont été un baume sur mon cœur meurtri. Oui, peut-être qu'Olivia aurait été fière. Peut-être qu'elle aurait fait la même chose. Les semaines ont passé. La maison était devenue plus silencieuse encore, mais d'une certaine manière, elle était aussi plus apaisée. Je me suis remis à lire sérieusement, à écrire dans le journal que je tenais depuis des années. J'ai commencé à recevoir quelques amis, des anciens collègues, des voisins, des gens qui, eux, me respectaient, des gens qui appréciaient ma compagnie. Lentement, j'ai reconstruit une vie sociale, une vie qui ne dépendait pas d'un fils ingrat et d'une belle-fille méprisante. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. Oh non, parce que ce que j'avais fait ce dimanche-là n'était que la première étape.
La suite allait être encore plus déterminante pour mon avenir et celui de ma famille éclaté. Un mois s'était écoulé depuis que j'avais fermé ma porte au nez d'Elliot et Sophia. Un mois pendant lequel je n'avais eu aucune nouvelle de mon fils, aucun signe de remords ou de compréhension. Les premiers jours avaient été difficiles, je l'admets. Je me réveillais la nuit, me demandant si j'avais bien fait, si je n'avais pas été trop dur, si je ne regretterais pas cette décision radicale. Mais chaque fois que le doute m'envahissait, je me rappelais son visage à lui, ce dimanche-là, baissant les yeux pendant que sa femme m'humiliait. Son silence, sa lâcheté, et ma résolution se raffermissait. La maison était étrangement paisible. Je m'étais remis à mes anciennes habitudes d'avant la mort d'Olivia, celles que j'avais abandonnées en essayant de maintenir coûte que coûte ces déjeuners familiaux qui n'avaient plus rien de familial. Je me levais tôt, je prenais mon petit déjeuner en lisant le journal sur la terrasse quand le temps le permettait. Je passais mes matinées à lire ou à écrire. L'après-midi, je me promenais dans le quartier de la Croix-Rousse, saluant les commerçants que je connaissais depuis des décennies, m'arrêtant parfois dans un café pour observer les gens passer. C'était lors d'une de ces promenades, un jeudi après-midi de novembre, que j'ai croisé Madame Petit, une ancienne collègue qui avait pris sa retraite 2 ans avant moi. Nous nous étions perdus de vue après mon départ du lycée, emporté que j'étais par le tourbillon du deuil d'Olivia. Elle m'a salué chaleureusement, semblant sincèrement heureuse de me voir. Nous avons pris un café ensemble, et j'ai découvert qu'elle animait désormais un club de lecture dans une librairie du quartier. Elle m'a invité à les rejoindre le mardi suivant. J'ai accepté avec enthousiasme. Cela faisait des années que je n'avais pas partagé ma passion pour la littérature avec d'autres personnes. Le mardi venu, je me suis rendu à la librairie, une petite boutique nichée dans une ruelle montante, avec ses murs couverts de livres du sol au plafond. Une dizaine de personnes étaient rassemblées dans l'arrière-salle, autour d'une grande table. Des hommes et des femmes de tous âges, tous animés par le même amour des livres. Nous avons discuté pendant 2 heures d'un roman de Le Clézio, échangeant nos impressions, nos analyses, nos émotions. Je me suis senti vivant d'une manière que je n'avais plus ressentie depuis longtemps. Après la séance, plusieurs membres du groupe sont venus me parler. Une femme d'une 60aine d'années, Françoise, m'a dit qu'elle avait particulièrement apprécié mes remarques sur le style de l'auteur. Nous avons continué à discuter en marchant dans les rues illuminées de Lyon, et j'ai découvert qu'elle était veuve elle aussi, qu'elle vivait seule depuis 5 ans, qu'elle cherchait comme moi à reconstruire une vie sociale après la perte. Nous avons échangé nos numéros de téléphone, promettant de nous revoir. Les jours suivants, j'ai commencé à recevoir des appels et des messages de Françoise. Rien de romantique, juste de l'amitié, de la compagnie. Nous allions au cinéma ensemble, nous visitions des expositions, nous nous retrouvions dans des cafés pour parler de tout et de rien. Pour la première fois depuis la mort d'Olivia, je ne me sentais plus condamné à la solitude. J'avais trouvé une connexion humaine authentique, basée sur le respect mutuel et les intérêts partagés. Pendant ce temps, mon téléphone continuait à recevoir des messages d'Elliot. Au début, c'étaient des messages agressifs, me reprochant mon comportement, me traitant d'injuste, d'exagéré et de sénile même. Puis, au fil des semaines, le ton avait changé. Les messages étaient devenus plus suppliants, plus désespérés. Il me demandait de reconsidérer ma décision, disait que les enfants me réclamaient, que Sophia avait compris son erreur. Mais je ne répondais pas. Pas encore. Je voulais qu'ils comprennent vraiment la gravité de ce qui s'était passé. Un vendredi soir, début décembre, alors que je préparais mon dîner, la sonnette a retenti. J'ai jeté un œil par l'œilleton et mon cœur s'est serré. C'était Lucas et Emma, seuls sur le perron, sans leurs parents. Ils avaient l'air frigorifiés, leurs petits visages rougis par le froid. J'ai ouvert immédiatement, les faisant entrer dans la chaleur de la maison. Ils se sont jetés dans mes bras, et j'ai senti leur corps tremblant contre le mien. Avant que je puisse poser la moindre question, Elliot est apparu derrière eux, sortant de l'ombre du jardin. Il avait maigri, ses traits étaient tirés, des cernes creusaient ses yeux. Il ressemblait à un homme brisé.
Nous nous sommes regardés en silence pendant ce qui m'a semblé une éternité. Puis, d'une voix cassée, il a dit simplement « Papa, s'il te plaît, on peut parler ?» J'ai hésité. Une partie de moi voulait claquer la porte, maintenir mes positions, ne pas céder. Mais les enfants me regardaient avec leurs grands yeux suppliants, et je n'ai pas eu le cœur de les renvoyer dans le froid. J'ai hoché la tête et me suis écarté pour les laisser entrer. Lucas et Emma ont couru vers le salon, reconnaissant immédiatement les lieux familiers. Elliot est entré lentement, comme s'il pénétrait dans un sanctuaire dont il avait été banni. Nous sommes restés debout dans l'entrée, face à face. Le silence était lourd, chargé d'un mois de non-dits, de reproches, de douleurs. Finalement, c'est lui qui a parlé en premier. Sa voix tremblait légèrement. « Papa, je suis venu m'excuser. Pas pour Sophia. Elle refuse toujours d'admettre qu'elle a eu tort. Mais pour moi, pour mon silence, pour ma lâcheté. Tu avais raison. J'aurais dû te défendre. J'aurais dû la remettre à sa place. Mais j'avais peur. Peur qu'elle se mette en colère. Peur des disputes. Peur de perdre la paix dans mon couple. Et en voulant éviter le conflit avec elle, j'ai trahi mon propre père. » Ses yeux se sont remplis de larmes. Je ne l'avais pas vu pleurer depuis qu'il était enfant. Ces dernières semaines ont été un enfer. Sophia et moi, on se dispute sans arrêt. Elle ne comprend pas pourquoi tu as réagi ainsi. Elle te traite de tous les noms. Et plus elle parle, plus je réalise à quel point elle a été injuste avec toi. À quel point j'ai été injuste. Les enfants te réclament constamment. Ils pleurent le soir en demandant pourquoi ils ne peuvent plus voir grand-père. Et moi, je me réveille la nuit en pensant à tout ce que tu as fait pour moi, à tout ce que tu as sacrifié, et je me déteste d'avoir été si ingrat. J'ai senti quelque chose se fissurer en moi. Cette carapace de colère et de détermination que j'avais construite commençait à se lézarder. Mais je ne pouvais pas céder si facilement. Elliot, tu me dis tout ça maintenant, mais où étais-tu quand ta femme m'humiliait? Où étais-tu quand elle disait aux enfants que je sentais mauvais? Où étais-tu quand elle a suggéré que je vende cette maison, la maison de ta mère, pour vous aider à acheter quelque chose de plus grand? Il a baissé la tête, incapable de soutenir mon regard. Je sais, je n'ai aucune excuse. J'ai été un fils indigne. Mais papa, s'il te plaît, donne-moi une chance de réparer. Laisse-moi te prouver que je peux être meilleur. J'ai soupiré profondément. Et Sophia, elle pense quoi de tout ça? Son visage s'est assombri. Elle n'est pas venue parce qu'elle refuse de s'excuser. Elle pense toujours que tu exagères, que tu es trop susceptible. Honnêtement, papa, je ne sais plus quoi faire avec elle. Nous sommes passés au salon où les enfants s'étaient installés devant la cheminée que j'avais allumée en début de soirée. Ils feuilletaient les albums photos qu'Olivia conservait dans un meuble bas, découvrant des images de leur père enfant, de leurs grands-parents jeunes, de moments heureux, d'un temps révolu. Elliot et moi nous sommes assis, et nous avons commencé à parler vraiment pour la première fois depuis des années. Pas ces conversations superficielles du dimanche, mais une vraie discussion, profonde, sincère. Il m'a raconté ses difficultés avec Sophia, comment leur mariage battait de l'aile depuis plusieurs années, comment elle était devenue obsédée par l'argent et le statut social, comment elle ne s'intéressait plus qu'à son travail et à son apparence. Il m'a confié qu'il pensait parfois au divorce, mais qu'il avait peur pour les enfants, peur de les faire souffrir. Je l'ai écouté sans l'interrompre, reconnaissant dans ses mots la souffrance d'un homme perdu, coincé entre des loyautés contradictoires. Quand il a eu fini, je lui ai parlé à mon tour. Je lui ai raconté ma solitude depuis la mort d'Olivia. Comment je m'étais accroché à ces déjeuners dominicaux comme à une bouée de sauvetage. Comment chaque indifférence, chaque remarque désobligeante de Sophia me blessait un peu plus. Je lui ai expliqué que l'incident de ce dimanche n'était que la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase, le révélateur d'un mépris qui s'était accumulé au fil des années. Et surtout, je lui ai dit que ce qui m'avait le plus blessé, ce n'était pas tant l'insulte de Sophia que son silence à lui. Tu vois, Elliot, quand ta mère est morte, je me suis senti perdu.
Mais je pensais qu'au moins, je t'avais toi, mon fils. Quelqu'un qui serait là pour moi comme j'avais toujours été là pour lui. Mais ce dimanche-là, j'ai compris que je me trompais. J'ai compris que tu avais choisi ta femme plutôt que ton père. Et ça m'a détruit. Ma voix s'était brisée sur les derniers mots. Elliot pleurait ouvertement maintenant, ses épaules secouées de sanglots. « Pardon, papa, pardon. Je sais que les excuses ne suffisent pas, mais je te promets que je vais changer. Je vais poser des limites avec Sophia. Je ne la laisserai plus jamais te manquer de respect. Et si elle refuse de comprendre, alors je prendrai les décisions qui s'imposent. » J'ai posé ma main sur son épaule. « Elliot, je ne te demande pas de divorcer. Ce que je te demande, c'est juste du respect, de la considération, de la reconnaissance pour ce que j'ai fait pour toi toute ta vie. Est-ce vraiment trop demandé ?» Nous avons parlé pendant des heures, pendant que Lucas et Emma s'étaient endormis sur le canapé, épuisés par leurs émotions. Vers minuit, Elliot m'a demandé s'il pouvait rester dormir à la maison. Je n'ai pas hésité. J'ai installé les enfants dans l'ancienne chambre d'Elliot, celle qui était restée intacte depuis son départ il y a 15 ans, et j'ai préparé le lit d'amis pour lui. Avant d'aller me coucher, je suis passé voir les petits. Ils dormaient paisiblement, leur visage détendu et serein. J'ai déposé un baiser sur leur front, sentant mon cœur se gonfler d'amour pour ces innocents pris au milieu des conflits d'adultes. Le lendemain matin, samedi, je me suis réveillé avec une sensation étrange. Pour la première fois depuis un mois, la maison n'était pas vide. J'entendais des bruits à l'étage, des voix enfantines, des rires. J'ai préparé un grand petit déjeuner, avec des croissants que j'étais allé chercher à la boulangerie du coin, du chocolat chaud pour les enfants, du café fort pour Elliot et moi. Nous nous sommes installés dans la cuisine, baignés par la lumière pâle de décembre qui entrait par la grande fenêtre donnant sur le jardin. Les enfants étaient radieux, heureux de retrouver leur grand-père et leur environnement familier. Lucas m'a raconté ses progrès à l'école. Emma m'a montré un dessin qu'elle avait fait pour moi et qu'elle gardait depuis des semaines dans son cartable, espérant pouvoir me le donner. Ce dessin me représentait dans le jardin, entouré de fleurs, avec un grand soleil jaune dans le ciel. En bas, elle avait écrit en lettres maladroites « Mon grand-père que j'aime ». J'ai dû me détourner pour qu'il ne voie pas mes larmes. Elliot et moi avons discuté de la suite. Nous avons convenu qu'il reviendrait me voir, avec les enfants, mais sans Sophia tant qu'elle ne présenterait pas d'excuses sincères. Je lui ai dit clairement que je ne céderais pas sur ce point. Je ne voulais plus de cette femme dans ma maison tant qu'elle ne reconnaîtrait pas la gravité de ce qu'elle avait fait. Elliot a accepté, même si je voyais qu'il appréhendait la réaction de sa femme. Dans l'après-midi, alors que les enfants jouaient dans le jardin malgré le froid, Elliot m'a posé une question qui m'a surpris. « Papa, tu as rencontré quelqu'un? Je veux dire, une femme. » J'ai souri. « Pourquoi tu me demandes ça ?» Il a haussé les épaules. « Je sais pas. Tu as l'air différent. Plus léger peut-être. » Je lui ai alors parlé de Françoise, du club de lecture, de ces nouvelles amitiés que je m'étais faites. Son visage s'est illuminé. « Papa, c'est génial. Je suis vraiment content pour toi. Maman aurait voulu que tu continues à vivre, que tu ne restes pas enfermé dans le passé. » Ces paroles m'ont touché profondément. Oui, Olivia aurait voulu que je refasse ma vie, que je trouve du bonheur. Elle me l'avait d'ailleurs dit, peu avant sa mort, lors d'une de ces conversations terribles où nous savions tous les deux qu'elle ne s'en sortirait pas. Elle m'avait fait promettre de ne pas me laisser mourir avec elle, de continuer à vivre pleinement. Et c'est exactement ce que j'essayais de faire maintenant. En fin d'après-midi, il était temps pour eux de partir. Sophia les attendait à la maison, et je pouvais imaginer sa fureur en découvrant qu'Elliot était venu me voir dans mon dos. Les enfants m'ont serré dans leurs bras longuement, me faisant promettre de les revoir bientôt. Elliot m'a étreint avec émotion. « Merci, papa.
Merci de m'avoir donné cette seconde chance. Je ne te décevrai pas. J'ai hoché la tête, priant intérieurement pour qu'il tienne parole. Les jours suivants ont été apaisants. J'avais l'impression qu'un poids avait été enlevé de mes épaules. Mon fils et moi avions retrouvé un lien, fragile certes, mais réel. Nous nous appelions régulièrement, nous échangions des messages. Il me donnait des nouvelles des enfants, me racontait son quotidien. Pour la première fois depuis des années, nous avions une vraie relation père-fils. Mais évidemment, Sophia n'allait pas accepter cette situation sans réagir. Le mardi suivant, alors que j'étais à mon club de lecture, j'ai reçu un appel de Maître Dubois. Sa voix était grave. « Gilles, je viens de recevoir une lettre d'un avocat représentant votre belle-fille. Elle vous menace de poursuite pour aliénation familiale et réclame un droit de visite pour ses enfants dans votre propriété. » J'ai senti la colère monter en moi. Elle peut faire ça? Légalement, c'est compliqué. Elle n'a aucun droit sur votre propriété. Par contre, elle pourrait effectivement argumenter que vous empêchez vos petits-enfants de vous voir, ce qui est faux, puisque c'est elle que vous avez bannie, pas eux. Nous avons convenu de nous rencontrer le lendemain pour préparer une réponse. J'étais furieux. Sophia ne comprenait donc rien. Au lieu de s'excuser, de reconnaître ses torts, elle m'attaquait. Elle transformait sa propre faute en agression contre moi. C'était typique de sa personnalité manipulatrice et narcissique. Le lendemain, chez Maître Dubois, nous avons rédigé une réponse ferme. Nous avons expliqué que je n'empêchais nullement mes petits-enfants de me voir, que mon fils venait régulièrement avec eux, et que si Sophia voulait revenir, il lui suffisait de présenter des excuses sincères pour l'humiliation qu'elle m'avait infligée. Nous avons également inclus des témoignages de voisins qui avaient assisté à certaines de ses remarques désobligeantes lors des déjeuners dominicaux, quand elle parlait fort dans le jardin sans se soucier d'être entendue. Maître Dubois m'a alors fait une proposition inattendue. « Gilles, avez-vous pensé à modifier votre testament? Actuellement, Elliot est votre héritier universel, mais rien ne vous oblige à maintenir cette disposition. Vous pourriez par exemple créer une fiducie pour vos petits-enfants, leur garantissant l'accès à cette maison sans passer par leurs parents. Ou vous pourriez léguer une partie de vos biens à d'autres personnes qui comptent pour vous. » Ces mots ont résonné en moi. J'y ai réfléchi pendant plusieurs jours. Modifier mon testament semblait radical, mais après tout, pourquoi pas? Pourquoi devrais-je léguer l'intégralité de mes biens à un fils qui m'avait trahi et surtout à une belle-fille qui me méprisait? J'ai pensé à ma nièce Clémentine qui m'avait soutenu inconditionnellement. J'ai pensé à Françoise et aux nouvelles amitiés que je m'étais faites. J'ai pensé aux enfants qui méritaient d'être protégés des décisions potentiellement néfastes de leurs parents. Finalement, j'ai pris rendez-vous avec Maître Dubois pour discuter concrètement des options. Nous avons passé une après-midi entière à élaborer un nouveau testament. J'ai décidé de créer une fiducie pour Lucas et Emma, leur garantissant l'accès à la maison familiale jusqu'à leur majorité et leur léguant la moitié de mes biens financiers. L'autre moitié serait partagée entre Elliot et Clémentine. La maison elle-même serait léguée directement aux petits-enfants avec interdiction formelle de la vendre avant leurs 30 ans. Ainsi, même si Sophia essayait de mettre la main dessus, elle ne pourrait pas. Quand j'ai signé ce nouveau testament, j'ai ressenti un profond soulagement. Je venais de m'assurer que l'héritage d'Olivia, cette maison qu'elle avait tant aimée, serait préservé pour les générations futures, à l'abri de la cupidité et du mépris. Maître Dubois m'a serré la main avec gravité. « Vous avez pris une sage décision, Gilles. » En rentrant chez moi ce soir-là, je me suis arrêté dans le jardin. Les rosiers d'Olivia étaient en dormance hivernale, leurs branches nues tendues vers le ciel gris. Mais je savais qu'au printemps, ils refleuriraient, comme ils le faisaient chaque année depuis 40 ans. Cette maison, ce jardin, c'étaient des symboles de continuité, de mémoire, d'amour. Et je ferais tout pour les protéger. Quelques jours plus tard, Elliot m'a appelé, la voix tendue. « Papa, Sophia a reçu la réponse de ton avocat. Elle est furieuse. Elle parle de te poursuivre pour diffamation maintenant. » J'ai soupiré. « Laisse-la faire. Elle n'a aucune base légale. Tout ce que nous avons écrit est vrai.
et documenté. Il y a eu un silence. Papa, elle me met une pression terrible. Elle veut que je choisisse entre elle et toi. Mon cœur s'est serré. Et que vas-tu faire? Je ne sais pas. J'aime ma femme, malgré tout. C'est la mère de mes enfants. Mais je ne peux pas continuer à te trahir. Je suis déchiré, papa. Sa voix était brisée, et j'ai senti sa douleur comme si c'était la mienne. Elliot, je ne peux pas prendre cette décision à ta place. Mais sache une chose, quelle que soit ta décision, tu resteras mon fils. Mais je ne permettrai plus jamais à Sophia de franchir le seuil de cette maison tant qu'elle ne se sera pas excusée dignement. C'est non négociable. Nous avons raccroché, et je me suis senti vidé. Cette situation était en train de détruire ma famille. Mais en même temps, je ne pouvais pas céder. Céder aurait signifié accepter qu'on me manque de respect, qu'on piétine ma dignité. Et ça, je ne pouvais pas. Olivia ne l'aurait pas accepté, et je ne l'accepterai pas non plus. Le dimanche suivant, jour qui aurait dû être un déjeuner familial dans mon ancienne vie, j'ai organisé un repas avec Françoise, Clémentine et quelques membres du club de lecture. J'ai cuisiné avec plaisir, préparant les mêmes plats que je faisais pour ma famille, mais cette fois pour des gens qui m'appréciaient vraiment. La maison s'est remplie de rires, de conversations animées, de chaleur humaine. C'était différent, mais c'était bon. C'était une nouvelle vie qui commençait. En fin d'après-midi, alors que mes invités étaient partis, je me suis assis dans le salon avec une tasse de thé. J'ai regardé autour de moi, cette pièce remplie de souvenirs, et j'ai compris que quelque chose avait fondamentalement changé. Je n'étais plus le vieil homme seul et diminué que Sophia avait insulté. J'étais redevenu moi-même. J'avais retrouvé ma dignité, mon estime de moi, ma capacité à construire des relations saines. Mais l'histoire n'était pas terminée. Loin de là. Car Sophia, dans son arrogance et son entêtement, allait commettre une erreur fatale. Une erreur qui allait définitivement sceller son sort et celui de son mariage avec Elliot. Et moi, sans le chercher, j'allais me retrouver au centre d'un drame familial dont l'issue changerait tout pour toujours. 3 jours plus tard, un mercredi soir, j'ai reçu un appel d'Elliot. Sa voix était étrangement calme, presque détachée. « Papa, il faut que je te dise quelque chose. J'ai pris une décision. » Mon cœur s'est accéléré. Je quitte Sophia. Enfin, je lui ai demandé de partir de la maison. Elle refuse toujours de s'excuser. Elle continue à te dénigrer. Elle monte les enfants contre toi en leur disant que tu es méchant et égoïste. J'en ai assez. J'en ai assez de vivre avec quelqu'un qui n'a aucun respect pour mon père, pour ma famille, pour moi-même en fait. J'étais sous le choc. Elliot, tu es sûr de ça? C'est une décision énorme. Oui, papa, je suis sûr. Ces dernières semaines m'ont ouvert les yeux. Sophia n'est pas la femme que je croyais. Ou peut-être qu'elle l'était au début, mais elle a changé. Elle est devenue quelqu'un que je ne reconnais plus. Et je refuse de continuer à sacrifier ma relation avec toi, avec mes propres valeurs, pour maintenir un mariage qui n'existe plus que sur le papier. Nous avons parlé longuement. Je lui ai demandé comment les enfants réagissaient, comment il envisageait la suite. Il m'a expliqué qu'il avait déjà consulté un avocat, qu'il allait demander la garde partagée, qu'il comptait s'installer temporairement dans un appartement, en attendant de trouver une solution plus permanente. Et puis, il m'a demandé quelque chose qui m'a bouleversé. « Papa, est-ce que les enfants et moi pourrions venir habiter chez toi pendant quelques mois, le temps que je trouve un logement adapté ?» Ma première réaction a été l'hésitation. J'avais retrouvé ma tranquillité, mon indépendance. Étais-je prêt à tout bouleverser de nouveau? Mais puis j'ai pensé à ces 2 petits qui n'avaient rien demandé, qui allaient vivre le traumatisme d'un divorce. J'ai pensé à mon fils qui finalement avait trouvé le courage de faire le bon choix. Et j'ai su que je ne pouvais pas refuser. Bien sûr, Elliot, cette maison est aussi la tienne, et celle de tes enfants. Vous êtes les bienvenus aussi longtemps que nécessaire. Le samedi suivant, Elliot est arrivé avec 2 valises et les enfants. Sophia était restée dans leur appartement parisien, refusant de partir, mais acceptant qu'Elliot emmène les enfants
temporairement. Selon lui, elle était surtout soulagée de ne pas avoir à les gérer pendant sa séparation de fait. Cela en disait long sur ses priorités. Les premières semaines de cohabitation ont été un ajustement. La maison silencieuse est redevenue bruyante, vivante. Lucas et Emma couraient dans les escaliers, jouaient dans le jardin, remplissaient les pièces de leurs rires et de leurs disputes enfantines. Elliot était présent, attentif, essayant d'être à la fois père et mère. Et moi, je me suis retrouvé dans un rôle de grand-père à temps plein que je n'avais jamais imaginé vivre. Mais quelque chose de merveilleux s'est produit. Cette cohabitation forcée nous a rapprochés d'une manière que les déjeuners dominicaux n'avaient jamais réussi à faire. Nous partagions les repas, les corvées, les moments de joie et de frustration. Elliot me confiait ses peurs concernant le divorce, ses doutes sur l'avenir. Les enfants venaient me voir le soir pour que je leur lise des histoires, comme je le faisais avec leur père 40 ans plus tôt. La maison, qui avait été un mausolée dédié aux souvenirs d'Olivia, était redevenue un foyer vivant. Un soir, alors que les enfants dormaient et qu'Elliot et moi buvions un verre de vin dans le salon, il m'a regardé avec intensité et m'a dit « Papa, merci. Merci de ne pas avoir cédé. Si tu avais laissé passer ce que Sophia t'a fait, j'aurais continué à vivre dans ce mensonge, à accepter l'inacceptable. En tenant bon, en posant tes limites, tu m'as montré ce qu'était la dignité. Tu m'as réappris à me respecter moi-même. » Ses yeux brillaient de larmes. « Maman serait fière de toi. Et moi aussi je suis fier d'être ton fils. » J'ai dû détourner le regard pour cacher mon émotion. Ces mots, je les avais attendus pendant si longtemps. Ces mots effaçaient des années de frustration, de déception, de douleur. Mon fils était revenu. Pas seulement physiquement, mais émotionnellement. Notre lien était réparé, peut-être même plus fort qu'avant. Mais pendant que nous reconstruisions notre relation à la Croix-Rousse, Sophia préparait sa contre-attaque. Et celle-ci allait se révéler bien plus vicieuse que tout ce que nous avions imaginé. Janvier était arrivé avec son cortège de pluie et de grisailles lyonnaises. Cela faisait maintenant 6 semaines qu'Elliot et les enfants vivaient avec moi. 6 semaines pendant lesquelles nous avions reconstruit quelque chose de précieux, quelque chose que je croyais perdu à jamais. La maison avait retrouvé une âme, une chaleur que même la présence d'Olivia, vers la fin, n'avait plus réussi à maintenir tant la maladie nous avait épuisés tous les deux. Lucas et Emma s'étaient adaptés remarquablement bien à leur nouvelle vie. Ils allaient à l'école du quartier, celle-là même où Elliot avait étudié enfant. Chaque matin, je les accompagnais, tenant leurs petites mains dans les miennes, pendant que nous descendions les rues pavées de la Croix-Rousse. Les commerçants nous saluaient, souriant de voir ce vieil homme avec ses petits-enfants. Certains me félicitaient même, pensant que j'avais trouvé un nouvel équilibre dans ma vie de veuf. Et d'une certaine manière, c'était vrai. Elliot avait repris le travail, mais il rentrait tous les soirs pour dîner avec nous. Nous avions établi une routine apaisante. Les devoirs dans la salle à manger pendant que je préparais le repas. Le dîner tous ensemble autour de la grande table, puis les histoires du soir que je racontais aux enfants avant qu'Elliot ne vienne les border. C'était simple, c'était quotidien, et c'était magnifique. Sophia, pendant ce temps, était restée étrangement silencieuse. Après les menaces initiales via son avocat, plus rien. Elliot me disait qu'elle appelait rarement pour prendre des nouvelles des enfants, qu'elle avait même manqué plusieurs de ses week-ends de garde. Elle prétextait toujours le travail, des obligations professionnelles urgentes, mais nous savions tous les deux que c'était faux. La vérité, c'est qu'elle ne supportait pas d'avoir perdu le contrôle, d'avoir été mise face à ses propres défauts. Un mardi soir, alors que je revenais de mon club de lecture avec Françoise, j'ai trouvé Elliot dans le salon, le visage livide, tenant son téléphone d'une main tremblante. Les enfants jouaient à l'étage, et leurs rires insouciants contrastaient violemment avec l'atmosphère tendue qui régnait en bas. Je me suis approché, inquiet. « Qu'est-ce qui se passe ?» Il m'a tendu son téléphone sans un mot. Sur l'écran, un email de l'avocat de Sophia. En le lisant,
J'ai senti mon sang se glacer. Sofia ne demandait pas seulement la garde exclusive des enfants, ce qui était déjà terrible. Non, elle m'accusait, moi, d'être un danger pour Lucas et Emma. Elle prétendait que j'étais sénile, que je présentais des signes de démence, que je mettais les enfants en danger par ma négligence. Elle réclamait une expertise psychiatrique me concernant et demandait au juge d'interdire tout contact entre moi et mes petits-enfants en attendant les résultats. J'ai dû m'asseoir. Mes jambes ne me portaient plus. Cette femme que j'avais accueillie dans ma famille, qui avait profité de mon hospitalité pendant des années, était prête à détruire ma réputation, à m'arracher mes petits-enfants, juste parce que je lui avais tenu tête. C'était d'une cruauté, d'une bassesse qui dépassait tout ce que j'avais imaginé. « Papa, ne t'inquiète pas. » La voix d'Elliot était tremblante mais déterminée. Mon avocat dit que ces accusations sont ridicules, qu'elle n'a aucune preuve, que c'est juste une tactique de manipulation. On va se battre. Mais je voyais dans ses yeux la même peur que je ressentais. Et si un juge, quelque part, décidait qu'un homme de 72 ans vivant seul avec 2 petits-enfants représentait effectivement un risque? Et si Sofia réussissait à me faire passer pour un vieillard gâteux? Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai tourné dans ma chambre, regardant les photos d'Olivia, me demandant ce qu'elle aurait fait à ma place. Elle aurait été furieuse, je le savais. Olivia ne supportait pas l'injustice, encore moins les attaques contre sa famille. Elle se serait battue avec toute la férocité d'une lionne, protégeant ses petits. Et c'est exactement ce que je devais faire. Le lendemain matin, j'ai appelé Maître Dubois dès l'ouverture de son cabinet. Nous avons eu une longue conversation. Il m'a expliqué que les accusations de Sofia étaient graves, mais qu'elles étaient aussi très difficiles à prouver. Il allait falloir que nous rassemblions des preuves de ma parfaite santé mentale, des témoignages attestant de ma capacité à m'occuper des enfants. Il m'a également conseillé de consulter un médecin pour un examen complet, histoire d'avoir un certificat médical irréfutable. Dans les jours qui ont suivi, j'ai mobilisé toutes mes ressources. Mon médecin traitant, le docteur Martin, que je voyais depuis 30 ans, m'a fait passer une batterie de tests. Examen cognitif, test de mémoire, évaluation de mon état général. Les résultats ont été sans appel. J'étais en parfaite santé pour un homme de mon âge, aucun signe de démence ou de déficience cognitive. Il a même ajouté dans son rapport que je présentais une vivacité d'esprit remarquable, probablement grâce à mes activités intellectuelles régulières. Madame Petit, mon ancienne collègue, a accepté de témoigner. Elle a écrit une lettre détaillée expliquant comment j'animais les discussions au club de lecture avec pertinence et profondeur. Les parents d'élèves de l'école de Lucas et Emma ont également offert leur soutien. Plusieurs d'entre eux avaient remarqué combien j'étais attentif et présent pour mes petits-enfants, comment je les accompagnais tous les matins, comment je participais aux réunions de parents. L'un d'eux, un homme d'une 40aine d'années, m'a même dit « Monsieur, si tous les grands-parents étaient comme vous, le monde se porterait mieux. » Françoise a été d'un soutien inestimable. Elle a passé des heures avec moi à préparer ma défense, à relire les documents, à m'encourager dans les moments de doute. Un soir, alors que nous buvions un thé dans ma cuisine, elle a posé sa main sur la mienne et m'a dit « Gilles, cette femme ne gagnera pas. Elle ne peut pas gagner. Parce que ce qu'elle fait n'est pas motivé par l'amour de ses enfants, mais par la haine et l'orgueil. Et ça, un juge le verra. » Elliot, de son côté, s'est révélé d'une force que je ne lui connaissais pas. Il a rassemblé tous les emails, tous les messages où Sofia se plaignait de devoir s'occuper des enfants, où elle disait préférer sa carrière à sa vie de famille. Il a retrouvé des témoignages de leur ancienne nounou qui confirmaient que Sofia rentrait rarement avant 22 heures, qu'elle passait ses week-ends au bureau, qu'elle ne s'occupait presque jamais des enfants. Le portrait qui émergeait était accablant. Celui d'une mère absente qui, soudainement, réclamait la garde exclusive non par amour, mais par vengeance. L'audience a été fixée à fin janvier. Les 2 semaines d'attente ont été les plus longues de ma vie. Chaque jour, je me levais avec ce poids sur l'estomac, cette peur viscérale de perdre Lucas et Emma. Mais je continuais à vivre normalement,
à m'occuper d'eux avec amour, à leur raconter des histoires, à les faire rire. Je ne voulais pas qu'ils sentent mon angoisse. Ils avaient déjà assez souffert de la séparation de leurs parents. Le jour de l'audience, un vendredi matin gris et pluvieux, nous nous sommes tous retrouvés au tribunal de grande instance de Lyon. Maître Dubois était là, impeccable dans son costume sombre, dégageant une assurance rassurante. L'avocat d'Elliott, Maître Leroy, un homme d'une 50aine d'années réputé pour sa rigueur, nous a briefé une dernière fois dans le couloir. Puis Sophia est apparue. Je ne l'avais pas revue depuis ce dimanche maudit, presque 3 mois plus tôt. Elle était accompagnée de son avocat, une femme élégante et froide qui ressemblait étrangement à sa cliente. Sophia ne nous a pas regardés. Elle est passée devant nous, le menton levé, comme si nous n'existions pas. Mais j'ai vu qu'elle avait maigri, que son visage était tiré. La situation l'affectait, même si elle refusait de le montrer. Nous sommes entrés dans la salle d'audience. La juge était une femme d'une 60aine d'années, aux cheveux gris coupés courts, au regard perçant. Elle s'appelait Madame Rousseau, et Maître Dubois m'avait dit qu'elle était réputée pour son équité, mais aussi pour son intransigeance face aux manipulations. C'était à la fois rassurant et terrifiant. L'avocat de Sophia a parlé en premier. Elle a dressé un tableau catastrophique de la situation. Un vieil homme de 72 ans, vivant seul, accueillant 2 jeunes enfants sans avoir les capacités physiques et mentales pour s'en occuper correctement. Elle a évoqué mon âge comme un handicap, mes prétendus oublis, mes prétendues confusions. Elle a même suggéré que je manipulais mon fils contre sa mère, que je montais les enfants contre Sophia. Chaque mot était un coup de poignard. J'étais assis sur mon banc, serrant les poings pour ne pas exploser. Elliott, à côté de moi, était devenu blanc. Mais nous devions tenir, laisser parler les faits. Puis est venu le tour de nos avocats. Maître Leroy a commencé par démolir méthodiquement les accusations de Sophia. Il a présenté les certificats médicaux attestant de ma parfaite santé mentale. Il a lu les témoignages des enseignants, des parents d'élèves, de Madame Petit. Il a montré les photos de moi avec les enfants, souriant, épanoui. Il a démontré que j'étais non seulement capable de m'occuper d'eux, mais que je le faisais avec amour et compétence depuis des semaines. Puis, il a attaqué Sophia. Il a présenté les emails et messages prouvant son désintérêt pour ses enfants, son absentéisme parental, ses priorités professionnelles. Il a appelé à la barre l'ancienne nounou qui a confirmé, la voix tremblante, que madame ne s'occupait jamais des enfants, qu'elle les considérait comme un fardeau, qu'elle avait même dit un jour qu'elle regrettait de les avoir eus. Le visage de Sophia est devenu écarlate. Elle a essayé de protester, mais la juge l'a fait taire d'un geste sec. Puis Maître Dubois a pris la parole. Calmement, posément, il a raconté l'histoire depuis le début. L'insulte au déjeuner familial, le silence d'Elliott, ma décision de poser des limites, la tentative de Sophia de me faire vendre ma maison, et maintenant cette attaque en justice motivée uniquement par la vengeance et l'orgueil blessé. Madame la juge, a-t-il conclu, cette affaire n'a rien à voir avec le bien-être des enfants. Il s'agit d'une femme qui ne supporte pas qu'on lui résiste, qui ne supporte pas qu'un vieil homme ose lui tenir tête. Monsieur Gilles n'est pas seulement capable de s'occuper de ses petits-enfants, il le fait avec un dévouement et un amour que leur propre mère n'a jamais manifesté. Les priver de lui serait une cruauté injustifiable. La juge a ensuite interrogé Elliott. Il a parlé avec émotion de ces dernières semaines, de comment les enfants s'épanouissaient dans la maison de leur grand-père, de comment moi, à 72 ans, je m'étais levé chaque matin pour les préparer, les accompagner à l'école, les aider dans leurs devoirs. Il a expliqué que Sophia n'avait appelé les enfants que 3 fois en 6 semaines, qu'elle avait manqué tous ses week-ends de garde. « Madame la juge », a-t-il dit, la voix brisée par l'émotion, « mon père est le pilier de la vie de mes enfants en ce moment. Lui retirer ça serait les détruire, et franchement, je ne sais pas ce que nous ferions sans lui. » Puis, de manière inattendue, la juge a demandé à entendre les enfants. Lucas et Emma ont été amenés dans une pièce adjacente, accompagnés d'un psychologue judiciaire.
Pendant 45 minutes interminables, nous avons attendu, ne sachant pas ce qu'ils disaient, ce qu'on leur demandait. Mon cœur battait si fort que je croyais qu'il allait exploser. Quand le psychologue est revenu, son visage était neutre. Il a remis un rapport à la juge qu'il a lu en silence. Puis Madame Rousseau a levé les yeux et a dit « Nous allons suspendre l'audience pendant 1 heure. Je rendrai ma décision après la pause. » Cette heure a été la plus longue de ma vie. Nous sommes sortis dans le couloir, incapables de parler. Maître Dubois essayait de nous rassurer, mais je voyais dans ses yeux qu'il était lui-même inquiet. Françoise, qui était venue me soutenir, m'a serré dans ses bras sans rien dire. Parfois, le silence est plus réconfortant que tous les mots. Enfin, nous avons été rappelés. La salle d'audience était silencieuse, l'atmosphère électrique. La juge a commencé à parler et j'ai retenu mon souffle. Après avoir examiné l'ensemble des éléments de ce dossier, après avoir entendu les témoignages et consulté les experts, ma décision est la suivante. Elle a marqué une pause qui m'a semblé durer une éternité. Je rejette la demande de garde exclusive de Madame Sophia, ainsi que toutes les accusations portées contre Monsieur Gilles. Non seulement ces accusations sont infondées, mais elles révèlent une tentative manifeste de manipulation judiciaire motivée par des raisons personnelles plutôt que par l'intérêt des enfants. Mon cœur a bondi dans ma poitrine. Elliot a attrapé ma main et l'a serré fort. De plus, a continué la juge, son ton se durcissant, je dois exprimer ma profonde désapprobation face au comportement de Madame. Utiliser le système judiciaire pour régler des comptes personnels. Accuser faussement un homme de 72 ans en parfaite santé mentale de démence, tenter de priver des enfants de leur grand-père qui manifestement s'occupe d'eux avec amour et compétence. Tout cela est non seulement contraire à l'éthique, mais également préjudiciable aux enfants eux-mêmes. Sophia était devenue livide. Son avocat essayait de garder contenance, mais je voyais qu'elle était elle-même choquée par la sévérité du jugement. En conséquence, a poursuivi Madame Rousseau, j'accorde la garde principale à Monsieur Elliot, avec droit de visite élargi pour Monsieur Gilles en tant que grand-père. Madame Sophia bénéficiera d'un droit de visite classique, un week-end sur 2 et la moitié des vacances scolaires, à condition qu'elle s'engage à respecter le rôle du grand-père dans la vie des enfants. Toute nouvelle tentative de manipulation ou d'aliénation parentale entraînera une révision de ses droits de visite. Elle a frappé son marteau sur le bureau. L'audience est levée. Le silence a duré 2 secondes, puis Elliot m'a serré dans ses bras, incapable de retenir ses larmes. « On a gagné, papa. On a gagné. » Maître Dubois et Maître Leroy se serraient à la main, souriant. Françoise pleurait de joie. Et moi, je restais là, abasourdi, essayant de réaliser ce qui venait de se passer. J'ai regardé Sophia. Elle était effondrée sur sa chaise, le visage dans les mains. Son avocat lui parlait à voix basse, mais elle ne semblait pas l'écouter. Pour la première fois, j'ai ressenti non pas de la satisfaction, mais une forme de pitié. Cette femme avait tout détruit par son orgueil, par son incapacité à reconnaître ses torts, par sa volonté de dominer et de contrôler. Et maintenant, elle avait perdu non seulement son mari, mais aussi la garde de ses enfants et le peu de respect que les gens pouvaient encore avoir pour elle. Nous sommes sortis du tribunal dans la pluie lyonnaise qui continuait à tomber. Mais cette fois, la pluie me semblait belle, purificatrice. C'était comme si le ciel lavait toute la négativité, toute la douleur de ces derniers mois. Lucas et Emma nous attendaient avec l'assistante sociale. Quand ils nous ont vus, ils ont couru vers nous en criant « Grand-père, papa !» Je les ai pris dans mes bras, serrant leur petit corps contre moi, respirant l'odeur de leurs cheveux, sentant leur chaleur innocente. « Vous rentrez à la maison avec nous », a dit Elliot, la voix encore tremblante d'émotion. « Pour toujours. » Emma a levé ses grands yeux vers moi. « C'est vrai, grand-père? On va rester avec toi ?» J'ai hoché la tête, incapable de parler tant l'émotion me submergeait. Lucas a explosé de joie. « Trop cool! Maintenant tu pourras nous raconter des histoires tous les soirs. » En rentrant à la maison cet après-midi-là, j'ai réalisé que quelque chose d'extraordinaire s'était produit.
Ce qui avait commencé comme une humiliation, une trahison, s'était transformé en quelque chose de beau. J'avais retrouvé mon fils. J'avais gagné une place centrale dans la vie de mes petits-enfants. J'avais rencontré des gens merveilleux comme Françoise. J'avais redécouvert ma force, ma dignité, ma capacité à me battre pour ce qui était juste. Ce soir-là, nous avons célébré. J'ai préparé le plat préféré des enfants, des pâtes à la carbonara. Nous avons mangé dans la joie, racontant et re-racontant les événements de la journée. Françoise était restée dîner avec nous et je voyais dans ses yeux quelque chose de nouveau, quelque chose qui ressemblait à de l'admiration, peut-être même plus. Après le repas, quand les enfants sont montés se coucher, Elliot et moi sommes restés dans le salon. Il a servi 2 verres de cognac, celui que je gardais pour les grandes occasions. Nous avons trinqué en silence. Puis il a dit « Papa, je veux que tu saches quelque chose. Ce que tu as fait, tenir bon face à Sophia, refuser de céder, ça m'a sauvé. Ça nous a tous sauvés. Si tu avais laissé passer son insulte, si tu avais continué à accepter son mépris, je serais encore dans ce mariage toxique. Les enfants grandiraient en apprenant qu'il est normal de manquer de respect aux autres, surtout aux personnes âgées. Tu nous as appris à tous ce qu'est la dignité. » J'ai posé ma main sur son épaule. « Elliot, tout ce que j'ai fait, c'était défendre ce que ta mère et moi avons construit. Cette maison, ces valeurs, cet amour. Je ne pouvais pas laisser quelqu'un les détruire, même si cette personne était ta femme. » Il a hoché la tête, les yeux brillants de larmes. « Maman serait tellement fière de toi. Et moi aussi. » Les semaines qui ont suivi ont été une période de reconstruction et de guérison. Elliot a trouvé un appartement à quelques rues de chez moi, mais les enfants continuaient à passer la plupart de leurs après-midi et de leurs soirées dans la maison familiale. C'était devenu leur vrai foyer, l'endroit où ils se sentaient en sécurité, aimés, acceptés. Sophia a exercé son droit de visite pendant les 2 premiers mois, puis de manière de plus en plus irrégulière. Elle prétextait toujours le travail, les voyages professionnels. Mais nous savions tous qu'elle avait simplement du mal à assumer son rôle de mère. C'était triste pour les enfants, mais Elliot et moi faisions de notre mieux pour compenser, pour leur donner tout l'amour dont ils avaient besoin. Ma relation avec Françoise s'est approfondie. Sans que nous en parlions vraiment, elle est devenue une présence régulière dans ma vie, puis dans notre vie. Les enfants l'adoraient, Elliot l'appréciait beaucoup. Un soir de mars, alors que nous marchions dans le jardin encore endormis par l'hiver, je lui ai pris la main et lui ai dit « Olivia aurait voulu que je continue à vivre. Je crois que c'est ce que je fais maintenant, grâce à toi. » Elle a souri, ce sourire doux qui illuminait son visage. « Non, Gilles, c'est grâce à toi, à ton courage, à ta force. Tu m'as inspiré autant que je t'ai soutenu. » En avril, les rosiers d'Olivia ont refleuri. Ces magnifiques roses anciennes qu'elle avait plantées il y a 30 ans, qui revenaient fidèlement chaque printemps. Je les ai regardées éclore, leurs pétales délicats s'ouvrant au soleil, et j'ai senti sa présence. Pas une présence triste ou mélancolique, mais une présence apaisée, heureuse, comme si elle me disait « Tu as bien fait. Continue. Vis. Aime. » Un dimanche de mai, nous avons organisé un grand déjeuner familial. Pas comme ceux d'avant, tendus et artificiels, mais un vrai déjeuner de famille. Elliot, les enfants, Françoise, Clémentine et sa famille, Madame Petit, quelques amis du club de lecture. La grande table de la salle à manger était pleine, débordante de rires, de conversations, de vie. J'ai regardé autour de moi et j'ai réalisé que j'avais reconstruit une famille. Pas celle que j'avais imaginée, pas celle du passé, mais une nouvelle famille, choisie, aimante, authentique. Pendant le repas, Lucas a levé son verre de jus d'orange et a dit avec le sérieux d'un petit homme de 8 ans « Je voudrais faire un toast pour grand-père, parce qu'il est le meilleur grand-père du monde. » Tout le monde a applaudi et j'ai dû encore une fois cacher mes larmes. Ces larmes qui venaient si facilement maintenant. Pas des larmes de tristesse mais de gratitude, d'amour, de plénitude. Après le déjeuner,
Alors que les invités étaient partis et que les enfants jouaient dans le jardin, j'ai monté dans ma chambre. J'ai ouvert l'armoire où les vêtements d'Olivia étaient encore suspendus. J'ai respiré leur odeur une dernière fois. Puis, avec des gestes lents mais déterminés, j'ai commencé à les plier soigneusement. Il était temps de laisser partir, de faire de la place pour le présent, pour l'avenir. J'ai gardé quelques pièces, celles qu'elle préférait, que je donnerai un jour à Emma. Le reste, je le donnerai à des œuvres caritatives. Olivia aurait approuvé. Elle n'a jamais aimé le gaspillage et l'idée que ses vêtements puissent servir à d'autres l'aurait réjouie. En faisant cela, j'ai trouvé une lettre dans la poche d'une de ses vestes. Une lettre qu'elle avait écrite peu avant sa mort, adressée à moi. Je l'ai ouverte avec des mains tremblantes. « Mon cher Gilles, disait-elle de son écriture élégante, si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus là. Et si tu l'as trouvé maintenant, c'est probablement que tu es enfin prêt à avancer. Je veux que tu saches que je ne t'en veux pas. Vis, aime de nouveau si tu le peux. Ne reste pas prisonnier du passé, prisonnier de moi. Notre amour était beau, mais il ne doit pas t'empêcher de connaître un nouveau bonheur. Sois fort face à l'adversité. Ne laisse personne piétiner ta dignité, même si c'est quelqu'un de la famille. Défends tes valeurs, défends cette maison que nous avons bâtie ensemble. Elle est ton héritage, notre héritage. Transmets-la aux enfants avec tout l'amour qu'elle contient. Je t'aime, pour toujours. Olivia. J'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis sa mort. Mais c'était des larmes libératrices, des larmes qui lavaient les derniers résidus de culpabilité, de douleur, de regret. Elle m'avait donné sa bénédiction. Elle m'avait dit de vivre. Et c'est exactement ce que je faisais. Le soir même, j'ai montré la lettre à Elliot. Il l'a lue en silence, puis m'a regardé avec émotion. Maman était extraordinaire. Elle savait toujours ce qu'il fallait dire, ce qu'il fallait faire. Oui, ai-je répondu. Et elle aurait été fière de toi, fière de l'homme que tu es devenu, du père que tu es. Nous sommes descendus rejoindre les autres. Les enfants jouaient dans le jardin, leur rire résonnant dans l'air tiède du printemps. Françoise préparait le thé dans la cuisine, se mouvant avec aisance dans cet espace qu'elle connaissait maintenant par cœur. La maison était vivante, palpitante, remplie d'amour. Je me suis assis sur le perron, regardant ce tableau de bonheur simple. Il y a 6 mois, je pensais que ma vie était finie, que je n'étais plus qu'un vieillard inutile dont personne ne voulait vraiment. Aujourd'hui, j'étais au centre d'une famille aimante, j'avais retrouvé ma dignité, j'avais prouvé que l'âge n'était pas synonyme de faiblesse. L'histoire de Sophia et de cette humiliation au déjeuner familial aurait pu me détruire. Mais elle m'avait reconstruit. Elle m'avait montré qui j'étais vraiment, ce que je valais, ce que je refusais d'accepter. Elle m'avait donné la force de dire non, de poser des limites, de me battre pour ce qui était juste. Quant à Sophia, je n'avais plus de rancœur envers elle. Je la plaignais plutôt. Elle avait tout perdu par orgueil, par incapacité à reconnaître ses erreurs, par son mépris des autres. Sa carrière, elle l'avait toujours, mais elle avait perdu sa famille, le respect de ses enfants qui grandissaient en la voyant de moins en moins. Elle s'était isolée dans sa tour d'ivoire, et je me demandais si un jour, elle réaliserait ce qu'elle avait sacrifié. Mais ce n'était plus mon problème. Mon problème, mon bonheur, c'était ici, dans cette maison, avec ces gens qui m'aimaient vraiment. J'avais 72 ans, mais je me sentais renaître. J'avais devant moi, je l'espérais, encore de belles années. Des années que je passerais à voir mes petits-enfants grandir, à construire ma relation avec Françoise, à maintenir vivant l'héritage d'Olivia. La nuit tombait doucement sur Lyon. Les lumières de la ville commençaient à scintiller en contrebas. J'ai fermé les yeux et j'ai respiré profondément l'air du soir. Cet air chargé du parfum des roses d'Olivia, du rire des enfants, de la promesse de jours meilleurs. Grand-père, Emma m'appelait depuis le jardin. Viens voir, on a trouvé un nid d'oiseaux. Je me suis levé,
mes vieux os protestant légèrement, mais mon cœur léger comme une plume. J'arrive, ma chérie. Et en marchant vers eux, vers cette nouvelle vie que j'avais conquise par ma dignité et mon refus de céder, j'ai su qu'Olivia me regardait quelque part, souriante, fière. Voilà mon histoire. Une histoire qui a commencé par une humiliation, mais qui s'est terminée par une victoire. Pas une victoire sur Sophia, mais une victoire sur moi-même, sur mes peurs, sur ma résignation. J'avais appris qu'il n'est jamais trop tard pour se tenir debout, pour exiger le respect qu'on mérite, pour reconstruire une vie qui vaut la peine d'être vécue. Avant de nous quitter, j'aimerais vous dire quelque chose d'important. Si vous avez aimé cette histoire, si elle vous a touché, si elle a résonné avec votre propre expérience, je vous invite sincèrement à vous abonner à la chaîne. Mais plus encore, j'aimerais savoir ce que vous pensez. Ai-je eu raison de tenir bon? Aurais-je dû agir différemment? Avez-vous vécu quelque chose de similaire dans votre famille? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Chaque histoire, chaque expérience compte, et j'aimerais vraiment connaître la vôtre. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, et n'oubliez pas, il n'est jamais trop tard pour défendre votre dignité. Et vous savez quoi? 6 mois plus tard, Sophia m'a finalement appelé. Sa voix était différente, moins assurée, presque humble. Elle m'a demandé si nous pouvions nous voir, parler. J'ai accepté. Nous nous sommes retrouvés dans un café du centre de Lyon. Elle avait vieilli, des rides nouvelles creusaient son visage. Elle a commandé un thé, moi un café. Et puis, après un long silence, elle a dit ces mots que je n'aurais jamais cru entendre. Je suis désolé, vraiment désolé. J'ai été odieuse avec vous, et je comprends maintenant pourquoi vous avez réagi ainsi. Je ne demande pas votre pardon, je ne le mérite pas. Mais je voulais que vous sachiez que j'ai compris. Trop tard peut-être, mais j'ai compris. Nous avons parlé pendant 2 heures. Elle m'a raconté comment sa vie s'était effondrée après le jugement, comment elle avait perdu le respect de ses collègues quand l'histoire avait circulé, comment elle avait entamé une thérapie pour comprendre ses comportements toxiques. Elle ne demandait rien, n'attendait rien. Elle voulait juste s'excuser. Je l'ai écoutée sans interruption. Et à la fin, j'ai dit « Sophia, je vous remercie pour ces excuses. Elles arrivent tard, mais elles sont sincères, je le sens. Je ne peux pas oublier ce qui s'est passé, mais je peux pardonner. Pour les enfants, pour Elliot, pour vous aussi. Tout le monde mérite une seconde chance. » Elle a pleuré. Des vraies larmes, pas des larmes de manipulation. Des larmes de soulagement, de honte aussi, mais aussi d'espoir. Aujourd'hui, Sophia voit régulièrement ses enfants. Elle a changé. Pas complètement. On ne change jamais complètement, mais suffisamment pour être une meilleure mère. Notre relation reste distante, cordiale mais pas chaleureuse. Et c'est très bien ainsi. Certaines blessures laissent des cicatrices permanentes. Mais au moins, il y a la paix. Cette histoire m'a appris que la dignité n'est pas négociable, que le respect de soi est la base de tout, et que parfois, dire non est le plus grand acte d'amour qu'on puisse faire pour soi-même et pour les autres. Voilà, c'est mon histoire. Et elle continue, chaque jour, dans cette maison qui respire maintenant l'amour et la vie, dans ces rires d'enfants qui résonnent dans les couloirs où Olivia marchait autrefois, dans ce jardin où les roses refleurissent fidèlement chaque printemps, nous rappelant qu'après l'hiver, le renouveau est toujours possible.